1, 2, 3. Bon, bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, on va pouvoir démarrer cette séance. Donc, je vous remercie pour votre présence. J'adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 à celles et ceux à qui je n'ai pas encore pu la souhaiter. Et je vais commencer par
Traditionnel appel des membres du Conseil. Donc Arnaud Salmon présent, Nolwenn Guillou, Yannick Loisance qui a donné pouvoir à Martine Guénégan, Christian Fontaine qui a donné pouvoir à Pascal Guichard, Muriel Béziel, Vincent Rémy, Marie-Claire Mervin, Philippe Bécan, Mireille Agent de Dieu qui devrait nous rejoindre, Kevin Stanbacher, Catherine Cabot, Pascal Guichard, Christian Chauffour, Laure Zadorchi, Joyce Deminge qui m'a donné pouvoir, Gwenaëlle Védy, Thierry de la Fournière, Eva Hélène qui a donné pouvoir à Muriel Béziel, Marion Vattard qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin, Jean-Patrick Guibou, et Valérie Simon qui a donné pouvoir à Nolwenn Guillou, Frédéric Soyer, Michel Armandari, Éric Dièvre, Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Grassi, Frédéric Lemoine, Claudia Gauvin, Fabrice Le Toquin, Annick Porte, Martine Crevé-Schutz et Frédéric Léaubet. Je vous remercie. Donc le quorum est atteint. Il me faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Donc la dernière fois, c'était Muriel Béziel. Y a-t-il un volontaire? Monsieur Dièvre, merci. Quelqu'un s'y oppose, s'abstient? Merci. Alors, avant de débuter ce conseil, enfin, l'ordre du jour, je vous informe que les 3 projets de délibération ont dû être retirés et reportés donc à la prochaine séance. Donc, la numéro 14, création d'un syndicat intercommunal de la piscine Côte d'Émeraude, avec l'approbation des statuts et adhésion de la commune. La numéro 17, fonction publique territoriale, avec les indemnités de fonction. Et la numéro 18, fonction publique territoriale toujours, avec l'indemnité de fonction répartition enveloppe globale. Donc, la numéro 14, celle qui concernait la création du syndicat intercommunal à vocation unique. Cette délibération nécessite quelques ajustements complémentaires, fruit des échanges nourris avec mes collègues maires désireux de faire avancer donc le projet de piscine intercommunale. Des détails doivent être encore discutés et partagés pour une intégration dans les délibérations au sein de chaque conseil municipal. Aussi, en accord avec mes collègues maires des autres communes, on a décidé de reporter le vote de ces délibérations à une future séance. Celle du mois prochain, vraisemblablement. Donc, point numéro 1 à l'ordre du jour. Donc, fixation du nombre d'adjoints suite à la démission de M. Yannick Loisance de ses fonctions d'adjoint. À l'occasion de cette délibération sur la fixation du nombre d'adjoints à 8 au lieu de 9 précédemment, je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre collègue Yannick Loisance m'a fait part il y a quelques semaines déjà de son intention de démissionner de ses fonctions d'adjoint en charge des finances. Son activité professionnelle est en effet depuis quelque temps déjà de plus en plus difficilement conciliable avec le mandat d'adjoint en finances que nous avons souhaité lui confier lors de notre arrivée aux responsabilités en 2020. Notre équipe comprend parfaitement et respecte entièrement son choix. À titre personnel et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, Yannick Loisance, comme il l'a souhaité également, continue à faire partie de notre majorité en tant que conseiller municipal. Et je ne peux que m'en réjouir car nous continuerons donc à nous appuyer collectivement sur ses compétences et son expertise comme nous le faisons avec chaque membre de notre équipe. Et sur celles et ceux qui pourraient s'interroger sur son absence ce soir, elle n'a rien à voir avec sa démission, bien évidemment. Donc, je rappelle que Yannick est chef d'entreprise et absent car il est en déplacement professionnel en Hollande, si je ne me trompe pas, Pays-Bas. En tout état de cause, je veux saluer ici le travail qu'il a effectué en tant qu'adjoint aux finances durant ces 3 dernières années, dans un contexte, comme vous le savez, économique pour le moins complexe. Merci, cher Yannick, au nom de l'ensemble du conseil municipal de Dinard. Sur le nombre d'adjoints ramené de 9 à 8, il s'agit d'une décision prise collectivement par notre équipe. Nous décidons donc, et cela sera formalisé par un arrêté de délégation, de confier les finances à notre collègue adjointe Marie-Claire Mervin, déjà en charge des ressources humaines, où elle effectue avec les services un travail remarquable. Elle a donc accepté cette responsabilité que nous lui avons proposée. Je la remercie également et suis absolument certain qu'elle saura mener les dossiers qui lui sont confiés avec toute la compétence qui est la sienne. Voilà, je vais vous faire
lecture de la libération avant de passer au vote et aux questions. Donc, Monsieur Yannick Loisance, deuxième adjoint dans l'ordre du tableau dressé le 27 juillet 2020, a présenté sa démission par lettre en date du 28 novembre 2023, démission accédée par le représentant de l'État qui l'en a informé par lettre en date du 3 janvier 2024. L'accusé réception est parvenu en mairie en date du 15 janvier 2024. Toutefois, comme je vous l'ai dit, il souhaite continuer à siéger au conseil municipal. Par délibération donc, numéro 2020-058, le conseil municipal du 4 juillet 2020 fixe le nombre d'adjoints. Le nombre d'adjoints a été fixé à 7 puis à 9 par délibération de numéro 2020-070 en date du 27 juillet 2020. Suite à ces démissions, il est proposé de fixer le nombre d'adjoints à 8. Les délégations de M. Loisance pourront être réparties sur celle d'un ou d'une autre adjointe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, Monsieur Lemoine? Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous et tous mes voeux de bonne année à chacun. Juste avant de poser ma question, je voudrais revenir sur un point qui apparemment interpelle un certain nombre de nos concitoyens lorsqu'ils me voient sur la retransmission Facebook. J'ai vu beaucoup de commentaires disant « Pourquoi a-t-il un casque ?» Alors, je voudrais juste les rassurer. Non, je n'écoute pas de la musique ou des podcasts en trouvant que les délibérations sont trop longues ou ennuyeuses. Je n'ai pas plus d'oreillettes en ligne avec Christian Poutriquet ou Gilles Lurton, pourquoi pas. Non, c'est tout simplement que je suis très sourd, donc que les gens le sachent. Et s'ils veulent m'en parler, j'en parlerai volontiers, parce que c'est un handicap invisible qui touche malheureusement beaucoup de personnes, plus ou moins. Et je pense qu'il faut en parler et éventuellement trouver les moyens d'y remédier. C'est pour ça que j'ai un casque. Alors j'en viens à ma question. Une fois ce sujet traité, on nous propose de réduire le nombre d'adjoints de 9 à 8. J'ai appris avec regret la démission de Yannick Loisance, qui apparemment était connu dès le 29 novembre, mais on n'en a pas eu connaissance avant ces derniers jours. Je voudrais, moi aussi, puisque ce n'est pas juridiquement nécessaire, il n'y a pas de raison que le conseil municipal le sache, sauf que c'est une question de transparence, indiquer que j'ai fait connaître à M. Salmon et à M. Loisance ma démission en tant que premier vice-président de la commission des finances et des investissements. Je l'ai fait en considérant, je ne veux pas y revenir, que les commissions n'étaient pas prises suffisamment au sérieux dans le travail municipal, et particulièrement que l'organisation des séances de 2024 tombait 5 fois sur 7 au premier semestre, le jour du mois où j'avais indiqué que je n'étais pas disponible, le premier lundi de chaque mois. Dans ces conditions, j'ai démissionné et c'est le successeur sur notre liste, Bruno Deslandes, que je remercie, qui prendra ma suite à la commission des finances, qui sera donc encore profondément remaniée, puisque j'apprends qu'elle sera placée toujours sous la présidence de Monsieur le maire, mais avec Madame Mervin comme adjointe. Et alors la question que je pose, moi j'ai rien contre le fait, et nous n'avons rien contre le fait qu'il y ait 8 adjoints et non pas 9. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas un adjoint dédié aux questions financières me paraît un choix d'organisation particulier. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais enfin, les questions financières sont lourdes. D'ailleurs, les questions de ressources humaines sont très lourdes aussi. Et je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix plutôt que de confier à une personne l'entièreté de la responsabilité des finances à un moment où quand même, avec les investissements prévus pour la tribune, avec les investissements qui sont déjà la tribune du stade, avec les investissements qui sont prévus dans le PPI en général et avec tous les chantiers qui ont été engagés avec un certain courage par Yannick Loisance, que je salue, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc je voudrais savoir pourquoi ce choix, au-delà des compétences que je connais en matière financière de Mme Mervin à titre professionnel. Ce choix, c'est que nous sommes donc Madame Mervin fait partie de la commission finances depuis le début du mandat, comme vous le savez. Un adjoint à ce qu'on pourrait appeler une délégation élargie aux richesses ou aux ressources humaines et financières, ça se trouve dans d'autres structures. Il y avait toute cohérence entre, comme vous l'avez précisé, avec les compétences de Madame Mervin, et puis en plus une cohérence supplémentaire avec l'organigramme actuel de la ressource, avec un directeur général adjoint aux ressources. Et il y avait déjà beaucoup de
d'échanges et des réunions de travail entre le pôle personnel et le pôle financier, sachant que la dépense de personnel est la dépense la plus importante du budget, comme vous le savez. Donc il y avait une cohérence générale en termes de gestion. Et on a trouvé ce choix particulièrement logique au regard des compétences de Mme Mervin, comme vous l'avez souligné. Merci, Monsieur Lemoine. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose un article unique, donc de fixer le nombre d'adjoints à 8 pour la commune. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc on vous a soumis à modification donc le procès-verbal du dernier conseil du 11 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? 2023, pardon, 11 décembre 2023. Ouais. Pas de commentaires, pas de remarques sur le procès-verbal. Je vous propose d'en prendre acte. Alors, point 3, donc la communication sur le suivi des observations, donc la communication obligatoire des observations du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Dinard des exercices 2015 et suivants. Donc, rapport et puis les évolutions que vous avez en pièces annexes. Donc, la Chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et à l'examen de la gestion de la commune de Dinard pour les années 2015 et 2019. Le contrôle s'est déroulé, comme vous le savez, du 15 décembre 2020 au 11 mai 2021. Le 10 juin 2021, la commune a reçu un rapport d'observation provisoire auquel elle a répondu par courrier en date du 12 juillet 2021. Le rapport définitif a été transmis à la commune le 28 septembre 2021. Par délibération donc, numéro 2021-210 en date du 13 décembre 2021, ce dernier a été présenté à l'Assemblée délibérante. Aussi, conformément à l'article L243-9 du Code des juridictions financières, dans un délai d'1 an à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'Assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre, présente dans un rapport devant cette même Assemblée les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. C'est donc sur cette base que le rapport joint en annexe est établi et présente les actions qui ont été entreprises suite aux recommandations formulées par la Chambre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce, Monsieur Laubet? Oui. Alors, le rapport de la Chambre régionale des comptes était extrêmement inquiétant sur l'aspect informatique de la commune. La délibération qu'on vote aujourd'hui montre des évolutions qui ont été budgétées. J'aurais aimé savoir ce qu'il en était de l'interaction des services informatiques de la commune avec la communauté de communes de la Côte d'Émeraude en ce qui concerne la mutualisation, aussi bien de toutes les prestations informatiques, que ce soit en achat ou aussi en compétences. C'est exactement ce à quoi sert une communauté de communes, en fait. Je vais laisser monsieur. On a changé, monsieur le président de l'Assemblée sur. Donc on a passé des groupements d'achat mutualisés donc sur l'informatique. Je n'ai plus ça en mémoire, monsieur le président. Merci, monsieur le maire. Effectivement, au début du mandat, nous avions souhaité. Au début du mandat, nous avions souhaité mutualiser le directeur des services informatiques de la communauté de communes, qui manque de chance pour la communauté de communes dans un premier temps et pour la commune dans un deuxième temps, nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Pour l'instant, dans cet état d'esprit et du fait de l'étude sur les mutualisations qui est toujours en cours au sein de la communauté de communes et qui devrait aboutir d'ici cet été, on a mis en attente le recrutement de ce directeur des services informatiques pour savoir effectivement si un certain nombre de communes souhaitaient qu'il y ait une vraie mutualisation d'un service informatique pour plusieurs communes. Donc les résultats ne sont pas encore définitifs concernant cette mutualisation, sachant qu'elle peut s'inscrire à plusieurs niveaux, comme vous l'avez signalé, soit un directeur des services informatiques complets, soit une mutualisation sur le problème de la sécurité, soit sur le problème des logiciels, soit sur le problème du matériel. Donc il y a différents niveaux qui sont actuellement en cours d'étude et pour lesquels,
pour l'instant, je ne vous donnerai pas de solution ou de réponse sur la mutualisation future de plus ou moins des services informatiques en liaison avec la communauté de communes de la Côte-des-Mondes. Voilà, après, côté collectivité, pour l'instant, on a repris un autre prestataire aussi, donc qui nous met un technicien de manière déportée en permanence de mémoire, et puis régulièrement physiquement sur place. On a recruté aussi un contractuel. L'ensemble du parc doit être quasiment finalisé aussi, je pense, avec des machines plus performantes. Le système est en cours de mise en sécurité. Enfin, bon, c'est un sujet qui avance doucement, mais ça avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'évolution des recommandations? Donc, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Prendre acte du rapport présentant les actions entreprises en 2023 à la suite des observations et des recommandations de la Chambre régionale des comptes, tel que joint en annexe, m'autoriser à communiquer à la Chambre régionale des comptes le dit rapport. Je vous remercie. Point 4, donc l'approbation du plan local pour la biodiversité 2023-2027. Nolwenn Guillot. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc je vais essayer de faire de façon synthétique une présentation d'un sujet d'avenir qui sera un rappel pour les personnes qui sont conseillers ou conseillères communautaires puisque ça a été déjà présenté en conseil communautaire. Donc le plan local pour la biodiversité, le prolongement logique de la première phase qui s'est déroulée de 2020 à 2023 par l'Atlas de la biodiversité intercommunale qui avait pour objet de lancer le site de signalement des espèces de recensement d'observation, de créer des publications outils pour les collectivités, mais aussi pour les particuliers, donc les synthèses naturalistes. L'Atlas prend la plume, c'est la version grand public, vous les avez tous reçus, me semble-t-il, ainsi que le plan local de la biodiversité que je vous présente maintenant. Il concerne les 8 communes de la communauté de communes et vous m'excuserez de l'erreur, il n'y a pas 9 volets d'action mais 12 qui seront présentés après. Si vous avez bien lu le document, le diaporama, vous aurez noté l'erreur, mais du coup c'est 12 volets d'action à mettre en œuvre de 2023 à 2027. Donc le principe de ce plan local s'appuie sur un projet phare qui est la mise en place d'une exposition itinérante d'œuvres d'art qui sont en cortène, en acier cortène. Pour la ville de Dinard, il est situé dans le parc de Port-Breton. Et chaque œuvre d'art représente donc de façon artistique une espèce parapluie, donc une espèce qui aura une incidence sur l'ensemble de l'écosystème. Si on la préserve, a priori, on préserve l'ensemble d'un écosystème ou d'un biotope. Donc chaque commune reçoit une œuvre pour une période de 6 mois. La commune est ambassadrice de l'espèce et s'engage à mener un plan d'action en faveur de la protection de cette espèce. L'idée, c'est que ce soit cumulatif et qu'on ne réinvente pas toutes les choses à chaque fois qu'on se passe de commune en commune, mais bien qu'on définisse des actions qui soient emparables par la commune suivante. Donc voilà les engagements des communes sur ce plan local. Je ne vais pas vous refaire la lecture. Il y a deux actions phares. C'est la préservation de la biodiversité et un volant aussi très important sur l'amélioration de la connaissance des acteurs, puisque sur ce sujet-là, c'est une action collective et pas exclusivement de la collectivité qui sera nécessaire. Voilà le rappel des espèces parapluies avec l'ensemble des espèces. Donc vous voyez qu'il y a à la fois de la faune et de la flore, des champignons y compris. Je ne vais pas faire relecture. Merci Vincent. Donc voilà les 12 volets d'action. Donc pour chacune des espèces, vous verrez dans la répartition, la clé de répartition budgétaire, il y a des actions qui sont portées proprement par la communauté de communes et d'autres actions qui doivent être menées par la commune elle-même. Donc préserver une zone sanctuaire, pratique de gestion adaptée, recréer le type d'habitat favorable, l'aménagement favorable, la formation des élus, des agents et citoyens. Je vous montrerai tout à l'heure que c'est un volet sur lequel on est pas mal engagé. L'amélioration de la connaissance du territoire, la mobilisation des citoyens, la sensibilisation du grand public, grâce aux animations, grâce aussi à la communication, l'implication des scolaires sur laquelle on est aussi très engagé et des opérations citoyennes. S'ajoute à ces 11 volets un 12e qui est le champ transversal des actions en faveur de la biodiversité. Pour information que je n'ai pas précisée, que j'aurais dû préciser en propos liminaire, c'est que l'Atlas de la biodiversité a reçu un prix national dans le champ de la participation citoyenne, que M. Bush, représentant M. Pinouette, est allé chercher, me semble-t-il, le mois dernier. C'est ça. Voilà.
Merci. Alors là, c'est un peu petit. En fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que donc ce qui revient à notre charge propre, c'est la préservation des zones sanctuaires, l'adaptation des pratiques de gestion, forcément, puisque c'est lié directement à l'action de nos services, et la dimension scolaire. Vous voulez qu'on augmente ? Est-ce que vous voulez qu'on augmente un peu le tableau, hein ? Vous l'avez reçu dans le diaporama. Hein, ouais. La plus grosse part est sur l'animation, ce qui correspond au poste de Manon Bellec, hein, qui est chargée de ce dossier-là, et dont le poste, dans le cadre de l'Atlas, était financé en grande partie par l'Office français de la biodiversité. Vous pouvez montrer l'autre côté, Vincent ? Voilà. Donc, c'est qui correspond à cette ligne de faciliter la mise en œuvre du plan local pour la biodiversité, coordination. C'est donc le poste de Madame Bellec. Merci. Sachant que dans les engagements de la commune, il y a l'obligation de définir une ligne budgétaire spécifique pour pouvoir identifier les actions. Donc, pour illustration, nous étions, pour les 6 derniers mois, ambassadeurs de l'espèce talitre, le talitre qui est en réalité la puce de mer. Voilà. Donc, alors, en fait, il y a des actions, là, vous allez voir, en fait, le temps que ça se mette en place, puisque c'était un lancement de programme, il y a toujours des petits décalages. Donc, l'exposition a été installée en temps et en heure, mais sur la mise en œuvre des actions, voilà, comme il y a eu des discussions aussi entre nous pour les suggestions, puis le travail avec la coordinatrice, il y a des choses qui s'engagent aussi maintenant, avec cette idée que c'est pas parce qu'on n'a plus l'exposition qu'on doit se fiche complètement du talitre. Voilà, les actions se poursuivent. Donc voilà, vous avez la référence aux différents volets d'action pour l'ensemble des actions qu'on met en œuvre, nous, sur la commune, avec cette affirmation que la communauté de communes ne pourra pas faire tout toute seule. C'est bien pour ça qu'il y a un partenariat et que donc il faut qu'on se montre proactif sur le sujet. Alors, je peux parler d'une action qui va arriver là le 2 février, en partenariat avec les services, sur la dimension formation élus, agents, services. Donc, une action formation avec Cœur Émeraude à destination des agents du port pour qu'ils puissent, à leur tour, devenir médiateurs, porteurs de bonnes pratiques à destination des plaisanciers et des usagers du port. En ce qui concerne la pollution marine, la pollution plastique, mais aussi la préservation des eaux austères, voilà, les règles de pêche. Cette formation aura lieu le 2 février. Et on a une grosse action en faveur des scolaires, mais dont je vais reparler aussi tout à l'heure. Donc, je saisis ce sujet pour vous parler des actions en faveur de la biodiversité en général. Donc, il y a tout ce qui concerne la végétalisation, donc dans les écoles. Il y a depuis 2 ans un budget spécifique à destination des écoles sur le champ des transitions. Les enseignants s'en sont vite rendus compte et emparés, et c'est tant mieux, c'était le but. Donc on a des interventions dans tous les sites scolaires publics et privés, primaires, puisque c'est notre compétence, et des jardins potagers qui ont fleuri dans toutes les écoles. La mise en place des jardins familiaux, la végétalisation du cimetière et le projet de jeunes d'animation naturelle, la mise en place de haies sèches, on en a maintenant 2, une au Bocage, dans le parc du Bocage, et une dans le petit parc des Grands Prés, avec une dimension pédagogique, puisqu'il y a l'installation de panneaux qui expliquent la fonction de cette haie sèche. Le permis de végétaliser citoyen, dont la charte est en finition. Les formations, notamment en lien avec la médiathèque. L'idée, là, si on reprend le volet 12, c'est-à-dire la transversalité. La gestion différenciée des espaces verts, les fauches tardives, la variété des espèces. La préservation des ressources, donc c'est sur la gestion de l'arrosage, ça va avec la gestion des espaces verts et la mise en place d'ozoneurs pour l'entretien des locaux. La protection dans l'axe de la protection des trames et des biotopes, vous avez donc la plage d'extinction de l'éclairage public qui s'est mis en œuvre dans le cadre du plan de sobriété. La gestion différenciée des plages et la prise en compte de l'espace Natura 2000, sur lequel il y a une seule petite partie d'espace public, mais malgré tout qui nous appartient. Puis après, l'idée, c'est de faire en partenariat aussi avec les propriétaires qui relèvent du privé. Et dans le cadre de la sensibilisation, donc 2 pages systématiques dans le label ville avec une vraie volonté de pédagogie, voilà, puisqu'on se souhaite que les concitoyens soient contributeurs. Les actions à destination des scolaires et du grand public. Je parle de la formation compostage, par exemple, qui vient de se clore en partenariat, là encore, avec la communauté de communes.
et la mise en place des aires marines éducatives, puisque depuis l'année dernière, nous avons 2 aires marines éducatives. Donc c'est un groupe d'élèves qui prend en charge la gestion d'un espace de plage, avec son suivi, son observation, mais aussi la retransmission des données qu'ils auront recueillies. Donc sur la plage de Saint-Enogat pour l'école Alain Colas et la plage du Prieuré pour le collège Le Bocage. Voilà. Et je vous annonce que depuis vendredi dernier, nous ne sommes plus ambassadeurs du Talitre, mais de l'hirondelle. Donc il y a tout un volet d'action qui va s'engager aussi en faveur de l'hirondelle, de toits et de fenêtres. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Madame Grassi. Je voudrais savoir ce qu'il en était sur les bacs à marée. J'avais un vague souvenir comme quoi ils avaient été retirés en 2020-21, arguant du fait qu'on y trouvait un peu tout et n'importe quoi. J'aimerais savoir s'ils avaient été remis et que je ne les ai pas vus ou si on les redéploie maintenant. Et il y en a qui ont été remis et le truc, c'est qu'on ne le redéploie qu'avec pédagogie et accompagnement. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des résidents qui seront volontaires pour accompagner aussi le pourquoi ces bacs à marée-là, et qu'on n'y retrouve pas effectivement tout et n'importe quoi, comme c'est le cas des composteurs en réalité, d'où la formation compostage. Mais pour ça, plus on communiquera sur la fonction, notamment par exemple à travers le label Ville, mais en variant les canaux de communication, plus on sera efficace normalement. Mais c'est le pari aussi qu'on fait avec les scolaires. C'est-à-dire que c'est sur une génération, on devrait être très efficace à la prochaine. Monsieur Léaubet. C'est le type de projet que je trouve extrêmement louable et ces thématiques me tiennent beaucoup à cœur. Mais j'ai un petit peu de problème pour me positionner par rapport à ce projet. C'est-à-dire, j'arrive pas à savoir si c'est de la science ou de la communication. C'est-à-dire que quand je regarde le projet qui s'est déroulé pendant les 2 années passées et son résultat, il y a eu quand même 194 000 euros de dépensés. Bon, il y a un salaire dedans, hein, mais il y a eu 194 000 euros de dépensés donc pour déboucher sur toutes les productions que vous avez citées, enfin, qui accompagnaient aussi la délibération, mais aussi un site participatif. Moi, je l'ai consulté, je suis allé voir. Il est vraiment à son démarrage. C'est encore très modeste. Et j'ai fait le calcul, je reprends les chiffres que vous nous avez communiqués. Il y a eu 149 utilisateurs d'inscrits sur la plateforme. Si je prends le coût du budget divisé par 149 utilisateurs, ça fait 1 306 euros l'utilisateur. Je pense qu'en payant des scientifiques, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Après, je comprends aussi le souci louable de faire ça, de s'installer dans la durée. Mais je ne sais pas si l'OFB est le meilleur partenaire pour produire des choses comme ça, en fait. Il est en tous les cas un excellent financeur. Pour le coup. Pour quelle qualité, alors, déjà, le salaire n'a pas servi que à mettre en œuvre ce site, puisque ça a été aussi la coordination et faire vivre cet atlas. Par exemple, je pense au crieur de la biodiversité qui est venu sur le marché. C'est dans ce cadre-là. Et cette phase-là, vous l'avez dit, c'est le lancement. Quand on voit, alors sur Dino Agglomération, par exemple, ils sont plus avancés sur ce sujet-là parce qu'ils ont commencé avant. Leurs débuts n'ont pas été plus fulgurants que les nôtres. Seulement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en variant les canaux de communication, en permettant et à certains de signaler sur le site et à d'autres de travailler avec des scolaires, etc., c'est là qu'on se dit qu'à un moment donné, on va faire convergence. C'est un pari sur l'avenir. Mais je crois vraiment que les données des scientifiques nous sont nécessaires, mais à nous aussi en tant qu'élus. C'est-à-dire que s'appuyer sur l'ingénierie de Cœur Émeraude, pour nous, c'est une nécessité. Et donc, elle doit s'accompagner de l'action directe. Mais alors, je vais prendre par exemple la plantation de petits fruitiers qu'il y a eu dans le parc de Saint-Alexandre en participatif au mois de décembre. On est à la croisée des deux. Voilà. Donc, c'est ça qui doit nous faire avancer dans le bon sens. Oui, c'est une compétence PNR après. Mais tout ce qu'on fait là, de toute façon, le PNR, je le dis toujours, le PNR n'existera que des actions qu'on y mènera. Donc, c'est pas parce que le PNR prendra la compétence qu'il faudra s'arrêter, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions. En ce cas, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, valider le plan local pour la biodiversité 2023-2027 du territoire de la communauté de communes Côte d'Émeraude. Article 2, valider la durée de réalisation. Article 3, valider la désignation de relais communaux du plan local pour la biodiversité, un élu et un agent. Article 4, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer le plan local pour la biodiversité. Article 5, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Merci. Merci Nalven. Point 5, donc les différentes délibérations qui vont suivre sont des demandes de subvention. Donc la numéro 5, l'approbation de l'opération de construction des serres municipales et de ses modalités de financement en vue de 2 demandes de subvention de dotation de soutien à l'investissement local, la fameuse DECIL, et de dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, donc pour l'année 2024. Donc la commune de Dinard s'engage dans la construction d'un nouvel équipement pour la gestion des espaces verts en le repensant totalement. Aussi bien techniquement que fonctionnellement, pour ce nouveau projet, les attentes de la municipalité sont doubles. Optimisation spatiale et fonctionnelle et haut niveau de performance énergétique des serres. L'emploi de matériaux biosourcés, par exemple, sera de nature à ancrer ce projet dans une démarche vertueuse et économe de la collectivité. L'exigence d'exemplarité en matière de fonctionnement et de performance énergétique et décarbonée est clairement visée. La construction des serres sera réalisée en ayant une approche environnementale raisonnée, en s'adaptant aux contraintes du site et en construisant un bâtiment vernaculaire, confortable et soucieux des usagers, en leur proposant un cadre de travail idéal qui fait sens. La ville de Dinard souhaite être accompagnée dans les dépenses donc, de ce projet par un cofinancement de la préfecture avec la DECIL donc, et la DETR. Donc, cette présente délibération a pour objectif d'autoriser ces demandes de subvention pour l'année 2024. Donc, les commissions urbanisme et travaux, finances et investissements se sont réunis conjointement le 9 janvier dernier et ont émis un avis favorable. Vous voyez, donc, il doit y avoir le tableau de financement. Donc, l'objectif est d'essayer d'obtenir autour de 1 million 100, 1 million de subventions. En tout cas, c'est ce qu'on demande. On espère que l'État sera généreux avec nous sur l'ensemble du projet. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Si pas de questions, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Adopter le projet de cofinancement de construction des serres municipales. Cette opération relève des catégories rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, opération visant au développement des territoires ruraux inscrits dans un contrat de CRTE et la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants, éligibles donc à la fameuse dotation de soutien à l'investissement local. Aussi, cette opération relève du point 2D, atelier technique communal, éligible à la dotation, à la DETR aussi également. Article 2, approuver le plan de financement estimatif relatif à la construction des serres municipales, donc comme celui que je viens d'évoquer. Article 3, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DECIL pour le projet susmentionné au taux de 25%, soit 849 925 € hors taxes. Des opérations éligibles dans le cadre du volet de transition énergétique, développement des énergies renouvelables, du volet d'opérations visant au développement des territoires ruraux, inscrit dans un contrat de CRTE et du volet de réalisation d'équipements publics. L'article 4, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre, cette fois-ci, de la DETR pour le projet suspensionné au taux de 10%, soit 339 970 € hors taxes, des opérations éligibles dans le cadre du volet d'atelier technique communal. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, demande de subvention toujours, cette fois-ci, l'approbation donc, de l'opération de création d'un hôtel des polices et de ses modalités de financement en vue de demandes également donc de subventions, donc la DECIL et la DETR. Les objectifs de la démarche de création d'un hôtel des polices à Dinard sont de moderniser les locaux des 2 polices, d'implanter les services de police au centre de la ville, de renforcer le travail collaboratif entre l'État et la commune de Dinard, de créer un guichet unique facilitant la lisibilité et le rendu du service public, et enfin d'optimiser les coûts de fonctionnement des structures. La ville de Dinard souhaite être accompagnée dans les dépenses de son projet par un cofinancement de la préfecture, donc DECIL et DETR. La présente délibération a pour objet d'autoriser ces demandes de subvention de DETR et de DECIL pour 2024. Les commissions donc, conjointes urbanisme et travaux, finances et investissements se sont réunies donc, le 9 janvier et ont émis également un avis favorable. Donc, est-ce qu'il y a le petit tableau de financement ici également, avant de proposer des articles?
Donc vous voyez, là, on est, en termes de pourcentage, on demande plus parce qu'on a déjà des informations nous laissant penser que l'État nous donnera au moins 300 000 € sur ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Monsieur Le Hobet. Deux questions. Est-ce que 80% de financement par l'État, vous dites que vous avez des informations, mais est-ce que 80% de financement par l'État, c'est pas un petit peu optimiste, en fait? J'espère que non. Non, non, mais vous savez que ce projet de mutualisation des polices, c'est un projet qui intéresse fortement nos gouvernants. On va dire que c'est un peu dans l'air du temps. Il y a déjà des régions de France où cela existe, et donc voilà, vu que c'est favorable au niveau du gouvernement, je pense que le ministre de l'Intérieur appuiera en tout cas cette demande de subvention un peu plus importante qu'habituelle. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui est prévu pour le parking des véhicules, en fait? Alors pour comment l'usage quotidien, on va dire, on va dans la rue, je ne sais plus, la rue qui remonte, non, celle qui remonte, qui est la perpendiculaire à Ampère. Donc là, il sera facile de faire un marquage au sol en zébra jaune avec un emplacement réservé aux véhicules et de police nationale et de police municipale. Et l'avantage, c'est on pourra isoler quelques places de parking dans le parking souterrain de New-Quai, et pour le remisage des voitures de police municipale et nationale le soir pour les différents agents. Le parking de New-Quai, il n'a pas énormément de place déjà. Est-ce qu'il ne faudrait pas garer les véhicules juste au-dessus, en fait, vous voyez, près des entrepôts municipaux, là? Il n'y a pas de parking dédié à Sandra, je ne vois pas de quoi vous parlez. L'ancien les services techniques, là. Ah, les services techniques. Ouais, après, c'est des voitures de police. La question se pose, mais dans un premier temps, je pense qu'il y a 3 véhicules de fonction pour la police municipale de mémoire, c'est ça, Philippe? Est-ce que vous pouvez compléter? Globalement, ce qui est prévu, c'est 6 garés en extérieur, donc 3 et 3, ce que tu viens de préciser. Sur le parking New-Quai, la solution que vous proposez, ça me paraît un petit peu haut quand même, en accès. Disons qu'on n'a pas un parking super grand, c'est dommage de se priver de place, quoi. Ouais, mais c'est pas énormément de place. Ça sera 3 places de parking maximum, de manière à ce que les véhicules soient en sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette demande de subvention? Alors, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Article 1, adopter le projet de cofinancement de création d'un hôtel des polices. Cette opération relève des catégories mise aux normes et de sécurisation des équipements publics et réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants, éligible donc à la DSIL. Aussi, cette opération relève du point 8/A, soutien aux espaces mutualisés de services publics, éligible cette fois-ci à la DETR. Donc l'article 2, approuver le plan de financement estimatif relatif à la création donc, de cet hôtel des polices. Article 3, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DSIL pour le projet susmentionné au taux de 50%, donc 269 600 € hors taxe, des opérations éligibles dans le cadre du volet de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics et du volet de réalisation d'équipements publics. Article 4, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DETR pour le projet susmentionné au taux de 30%, soit 161 760 € hors taxe, des opérations éligibles dans le cadre du volet soutien aux espaces mutualisés de services publics. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Point 7, donc l'approbation de l'opération de relamping des écoles et de ses modalités de financement en vue de 2 demandes de subvention, donc DSIL et DETR. Donc soucieux de réduire l'empreinte énergétique, la commune de Dinard a mis en place un programme de rénovation des éclairages extérieurs de son parc depuis 2015 et s'engage depuis 2022 également dans le relamping en LED de ses bâtiments communaux. Après le relamping des luminaires des salles polyvalentes et du hall d'entrée du COSEC, comme vous avez pu le voir, je pense, samedi dernier pour ceux qui étaient présents, la commune souhaite poursuivre ses investissements de relamping avec ses écoles, avec des luminaires LED. La commune de Dinard souhaite être accompagnée dans les dépenses de son projet par un cofinancement de la préfecture, donc via la DSIL et la DETR.
Et la présente délibération a pour objet d'autoriser ces demandes de subventions de DETR et de DSIL pour 2024. La commission urbanisme travaux conjointe avec celle des finances et investissements a émis un avis favorable le 9 janvier dernier. Considérant la demande des services de la préfecture en février 2023 d'exiger une délibération du conseil municipal pour présenter une demande de subvention DSIL ou DETR. On va faire lecture des articles, on peut regarder le petit tableau, donc là c'est des budgets beaucoup moins importants. Et on a, avec des pourcentages de demande de subvention relativement conséquents. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Grassi. Je voudrais savoir ce qu'il en est de la programmation ultérieure des autres bâtiments communaux de grande taille, par exemple tennis, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est à faire, centre équestre, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est à faire, la salle Sergent-Robert par exemple, je pense à l'église, voilà, les deux bâtiments églises sur la commune. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est à faire et quelle est la programmation? Alors justement, c'est une question qu'on s'est posée en interne là, très récemment. Après, on repasse une demande de subvention pour le tennis. Donc, on a des devis et puis donc les dossiers sont prêts. Donc, si ça, on fera les travaux. Centre équestre, je ne sais plus. On va regarder après. L'idée, c'est que chaque direction, on va dire, gérer ses propres travaux de relamping, en tout cas de changement d'éclairage dans les différents bâtiments. Là, l'idée, c'est que quand même, on ramène tout sous le chapeau du pôle territoire, donc la direction des services techniques, pour mettre en place un véritable PPI en fonction des urgences dans les différents bâtiments. Donc, on va faire une sélection par priorité en fonction du matériel cassé, d'une part, qui ne marche plus, et en fonction des équipements qui sont plus souvent allumés pour faire des économies plus conséquentes. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va travailler dans les semaines à venir. Excusez-moi, j'ai oublié au passage le terrain de foot. Oui, mais les terrains de foot qui tournent à fond le soir et oui, mais ils sont pas faits, eux. Non, mais de mémoire, je pense que les éclairages qu'on a installés au COSEC, il y a quelques mois seulement, sont en LED. Ouais. Et je vous dis, voilà, on va travailler sur un ensemble. Au lieu que chaque direction fasse ses demandes de budget chaque année, ça sera sous le contrôle de Vincent Aubry derrière moi pour avoir, on va dire, une vision la plus performante possible. Mais vous répondre aujourd'hui, je ne sais pas le faire. On pourra revoir ça éventuellement en commission sport, c'est possible qu'on puisse étudier ça? Oui, quand on aura avancé. Ok, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Article 1, adopter le projet de cofinancement de relamping des écoles. Cette opération relève des catégories rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables et création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires éligibles à la DSIL. Aussi, cette opération relève donc du point 1/A, bâtiment scolaire éligible à la DETR. Article 2, approuver le plan de financement estimatif relatif au relamping des écoles de Dinard, comme celui qu'on vient d'évoquer. L'article 3, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DSIL pour les projets susmentionnés au taux de 50%, soit 26 312,64 € hors taxe. Les opérations éligibles dans le cadre du volet de transition énergétique et dans le cadre du volet de rénovation des bâtiments scolaires. Article 4, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DETR pour les projets susmentionnés au taux de 30%, soit 15 787,58 € hors taxe, des opérations éligibles dans le cadre du volet des bâtiments scolaires publics. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Approbation, donc, demande de subvention de jour. Approbation des opérations de relamping des gymnases du COSEC et de ses modalités de financement en vue des deux demandes de subvention, donc des DSIL de ETR. Je me répète beaucoup ce soir. La commune souhaite poursuivre ses investissements de relamping avec ses deux gymnases, donc des COSEC 1 et 2. Plus les installations sont vétustes, plus elles sont sources de consommation. C'est ce que j'évoquais avec vous, Madame Grassi. De consommation électrique. Les luminaires actuels du gymnase du COSEC 1 et du gymnase du COSEC 2 sont anciens et énergivores. Ainsi, le choix s'est porté sur le remplacement des luminaires actuels très énergivores, devenus obsolètes par des technologies plus performantes, donc les fameux luminaires LED. Ces nouveaux éclairages seront installés par les services techniques eux-mêmes, cette fois-ci en régie, pour permettre de garantir une qualité de luminance tout en permettant une nette diminution de la consommation électrique et des dépenses énergétiques. Je crois que c'est 70%. Je crois que c'est 60-70% d'économie en général, à vérifier. La commune de Dinard souhaite être accompagnée dans les dépenses de son projet donc par un cofinancement de la préfecture via la DSIL.
et ou via la DETR. Donc la présente délibération a pour objet d'autoriser ces demandes de subvention de DETR et de DSIL pour 2024. Les commissions jointes, donc urbanisme, travaux, finances, investissement, donc ont porté un avis favorable le 9 janvier dernier. Vu la circulaire préfectorale du 30 octobre 2023 du préfet de l'Ille-et-Vilaine fixant à l'appel à la DSIL et à la DETR pour l'exercice 2024, vu l'instruction du 18 août 2023 relative à la mise en place d'un formulaire unique de demande de subvention DETR ou DSIL, vu l'avis favorable des commissions urbanisme et travaux, finances et investissements du 9 janvier, considérant la demande des services de la préfecture en février 2023 d'exiger une délibération pour ces deux demandes de subvention DSIL DETR. Donc, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Adopter le projet de cofinancement de relamping des gymnases du COSEC. Cette opération relève de la catégorie rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, éligible à la DSIL. Aussi, pareil, cette opération relève du point 10, équipement sportif éligible à la DETR. L'article 2, approuver le plan de financement estimatif, relamping des gymnases du COSEC. Donc là, on est sur du budget aussi conséquent pour l'éclairage, néanmoins. Solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DSIL pour les projets subventionnés au taux de 50%, soit 22 364 € hors taxes des opérations éligibles dans le cadre du volet de transition énergétique. Solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DETR pour les projets suspensionnés au taux de 30%, soit 13 418,40 € hors taxes des opérations éligibles dans le cadre du volet des équipements sportifs. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Des abstentions, des oppositions, merci. Subvention encore. Alors, donc là, cette fois-ci pour Boutet, la commune donc, souhaite poursuivre ses investissements de relamping en remplaçant une partie des éclairages de Boutet. Donc, ils sont anciens énergivores également. Les nouveaux, voilà, c'est à peu près la même chose. Je ne vais peut-être pas tout vous répéter. Je pense que vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je vous propose d'adopter le projet de cofinancement de relamping de la salle du spectacle de Boutet. Cette opération relève donc de rénovation thermique, transition énergétique, développement d'énergie renouvelable, éligible à la DSIL. Aussi, cette opération relève du point de/C de la rénovation énergétique de tous les ERP, établissements recevant du public, éligibles à la DETR. Et l'article 2, approuver le plan de financement estimatif relatif au relamping de la salle Boutet, avec le petit plan de financement joint. Article 3, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DSIL pour les projets suspensionnés au taux de 50%, soit 10 317,86 € hors taxes des opérations éligibles dans le cadre du volet de transition énergétique. Article 4, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DETR pour les projets suspensionnés au taux de 30%, soit 6 190,71 € hors taxes des opérations éligibles dans le cadre du volet de la rénovation énergétique de tous les établissements recevant du public. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Je vous remercie. Bon, même chose pour le tennis, justement, Mme Grassi. Je ne vais pas vous faire la lecture, c'est exactement la même chose. Donc, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Adopter le projet de cofinancement de relamping des halles du tennis à Port-Breton, permettant d'en remplacer quand même 144 luminaires existants en 40 luminaires LED. Cette opération relève de la catégorie rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, éligible à la DSIL. Et aussi, cette opération relève du point 10, équipement sportif, éligible à la DETR. Approuver le plan de financement donc estimatif relatif au relamping des halles du tennis de Port-Breton. Donc un budget global de 38 000 €. On espère un reste à charge. Article 3, donc solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DSIL sur les projets susmentionnés, donc 50%, soit 19 250 € hors taxes, des opérations éligibles dans le cadre du volet de transition énergétique. Article 4, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2024 au titre de la DETR pour les projets suspensionnés au taux de 30%, soit 11 550 € hors taxes, des opérations éligibles dans le cadre du volet des équipements sportifs. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. C'est fini. Voilà. Point 11,
Madame Guénégan, exonération donc, du loyer pour la ritournelle. C'est un peu loin. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne la convention d'occupation de la ritournelle. Donc, comme vous le savez, la commune de Dinard est propriétaire de divers biens immobiliers pour lesquels des conventions d'occupation ou des baux commerciaux ont été signés. Donc, celle-ci concerne la ritournelle dans le parc de Port-Breton. Nous les avons reçus et ils nous ont fait part de la problématique rencontrée plusieurs fois en 2023 en raison de la fermeture importante du parc de Port-Breton, notamment due aux tempêtes, aux intempéries et plus particulièrement les tempêtes qui occasionnent la fermeture parfois brutale du parc et qui ne leur a permis de s'organiser. Quelquefois, ils avaient leur frigo plein et le parc fermait et donc ils n'avaient pas de clients. Donc, afin de limiter cet impact sur leur activité économique et de prendre en compte ce désagrément, l'exonération du paiement du loyer du mois de janvier 2024 est donc proposée au vote du conseil municipal. Les exploitants de l'établissement sont invités à présenter un dossier de travaux de clôture indépendante dans les meilleurs délais afin de mettre fin aux problèmes d'accès lorsque le parc est fermé en raison des intempéries et sur décision de la commune. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande des exploitants de la ritournelle de prendre en compte la problématique rencontrée en 2023 en raison de la fermeture importante du parc de Port-Breton due aux intempéries, considérant la décision de limiter cet impact sur leur activité économique et de prendre en compte ce désagrément, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1, approuver l'exonération du paiement du loyer dû au titre du mois de janvier 2024. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ces décisions. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Je vous remercie. Merci, Madame Guénégan. Alors, le point 12, marché public maintenant. Donc, on a fait la demande de subvention. Donc, maintenant, on va passer à l'attribution de la maîtrise d'œuvre. Donc, pour le lauréat du concours pour la construction des nouvelles serres et puis l'attribution aussi des primes pour les deux autres candidats. Madame Cabot. Merci, Monsieur le maire. La présente délibération porte donc sur le choix du lauréat du concours des serres qui seront construites, comme vous le savez déjà, sur le site du Gulfstream, tout près de la station d'épuration. Elle porte également sur l'attribution des primes de 15 000 € que nous allons donner aux 3 candidats retenus lors de la seconde réunion du jury de concours le 19 décembre dernier. Alors, lors de la réunion du 19 décembre, l'équipe lauréate désignée à l'unanimité au vu des 3 projets présentés sous anonymat s'est révélée être le cabinet d'architecture BRA. Conformément aux articles 15.3 et 16 du règlement de concours, une prime de 15 000 € sera versée aux 3 candidats admis à concourir. Si les prestations remises à l'issue de la seconde phase sont conformes, le jury s'est prononcé favorablement sur le versement total de cette prime aux 3 candidats au regard des prestations qu'ils nous ont remises. Y a-t-il des questions ? Oui, c'est juste une petite question technique. Qu'est-ce qui conditionne en fait le montant de la prime qui est choisi pour les architectes qui vont... Alors, c'est le travail très détaillé qui est fourni par les 3 groupements en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un cahier des charges très précis et répondait en tout point au cahier des charges. Mais est-ce qu'il y a des textes réglementaires ? Est-ce qu'il y a des textes réglementaires qui fixent leur niveau ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, voilà. Bien sûr, il y a un texte réglementaire qui est le texte du marché. Quand on passe le marché, il y a des choses qui sont demandées. Mais cette somme, elle est choisie par la mairie, donc. Elle n'est pas choisie par un texte réglementaire externe à la mairie. Je pense que c'est encadré, mais ça, c'est une question que vous me posez à la suite des marchés. C'était ma question, oui, si monsieur, mon directeur me signale que c'est obligatoire. Encadré. Le choix du montant. Je pense qu'il y a des seuils minimums. Donc après, ça... Au regard du travail développé, je pense que 15 000 €, c'est justifié. Oui, parce que même s'ils n'ont pas été retenus, ils ont fourni un travail très sérieux. C'est juste pour connaître la procédure. 5% du marché. S'il n'y a pas d'autres questions... Alors,
Je vais peut-être avoir le plaisir aussi alors, de vous présenter le projet qui a été retenu. Est-ce que vous voulez le voir maintenant ou est-ce qu'on... Oui, vas-y, Catherine, on peut le présenter. Alors, donc vous avez là le plan. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, on voit quand même la steppe et puis le chemin, l'impasse de la Roche-Pelée et la rue de la Roche-Pelée, pardon, et l'impasse du Gulfstream. Alors, nous avons été vraiment tous à l'unanimité séduits par ce projet, car il répond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'une infrastructure municipale dédiée aux espaces verts aujourd'hui. C'est un projet d'architecte et qui a une vision d'urbaniste. Alors, vous avez ici au nord, donc, qui flanque la station d'épuration qui va faire d'ailleurs occultation visuelle, les serres. Alors, le choix retenu par ces architectes, c'est donc une masse compacte qui permettra une évolutivité des espaces internes, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin de 4 climats à l'intérieur des serres et qu'on n'a besoin que de 3 climats, eh bien on pourra interférer à l'intérieur les climats, on pourra mettre plus de plantes de décoration. Voilà, c'est un espace qui est modulable. Ensuite, en perpendiculaire, vous avez le bâtiment administratif, donc qui contient tous les espaces de travail, de salles de réunion, les vestiaires. Alors, à dire, les vestiaires et les sanitaires les douches sont, c'est une cloison fusible. Ça, c'était une demande. On ne savait pas si ça serait réalisable, mais ils l'ont fait. Une cloison fusible qui permet de bouger, en fait, et qui permettra d'embaucher plus de personnel féminin. C'était aussi un de nos vœux. Ensuite, vous avez les garages, tous les locaux techniques. Alors, ce qui nous a aussi beaucoup séduit, c'est qu'en fait, les pavillons qui sont au sud auront le profil donc, du bâtiment et non pas une barrière. On le voit bien ici, auront ce profil plutôt qu'une barrière de tunnel qui n'est pas très esthétique. Et c'est un bâtiment donc, qui s'insère parfaitement parce qu'il est de type vernaculaire. C'est une longère modernisée. Il est léger, il est en structure bois, il est sur pilotis. Il ne va pas du tout... il flanque donc la zone humide qu'il respecte. Et vous voyez, il reste encore de l'espace qui sera respecté, évidemment, des arbres... une zone humide, donc je l'ai dit, et les circulations donc, se feront. Alors, vous voyez, là, on voit le profil du bâtiment, donc on voit la zone humide de ce côté. Donc, vous voyez, les bureaux donnent sur cet espace. Donc, l'idée était de minimiser à la fois l'impact sur le terrain et à la fois visuellement aussi pour les riverains, bien sûr, hein, puisque ça comptait beaucoup dans leur projet et c'est ce qui nous a séduit. Par ailleurs, les circulations, les voitures particulières arriveront côté de la Roche-Pelée et les voitures, les véhicules lourds, enfin les véhicules de travail arriveront de l'autre côté par le Gulfstream, ainsi ils ne se croiseront pas. Ensuite, ce que je peux dire, les circulations internes sont également très bien pensées, c'est-à-dire il y aura un site propre et un site sale. Site sale à l'extérieur, sous la coursive que l'on voit, là, les pourront aller d'un endroit à un autre comme ça sans salir l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Donc, merci. Des félicitations, c'est un joli projet. Merci à vous. Merci. L'idée quand même est de se donner de serres modernes dont on pourra aussi vérifier la consommation énergétique et régler la consommation énergétique aussi, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les eaux de la steppe seront réutilisées pour arroser les plants et la chaleur par un échangeur thermique, on espère pouvoir utiliser aussi les calories de la steppe pour chauffer les serres. En sachant qu'il y a plusieurs climats dans des serres et si c'est bien fait, il n'y a pas de raison de dépenser trop d'énergie puisque les climats des serres, c'est en fait entre 0 degré, enfin hors gel en fait, et 22 degrés, mais c'est très peu à 22 degrés. Voilà. Il y a aussi des zones tempérées, et tempérées, c'est entre 5 et 15 degrés. Voilà. Merci Catherine.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au... S'il n'y a pas d'autres questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver l'avis du jury de concours et désigner lauréat le groupement d'architecture BRA, situé à Rennes. Article 2, attribuer aux 3 groupements ayant remis des prestations une prime de 15 000 € hors taxe. Article 3, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette procédure de concours, ainsi que, comme le prévoit le Code de la commande publique, de signer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence pour un pourcentage d'honoraires de 11,46%, une enveloppe travaux estimée à 2 660 000 € hors taxe, soit 3 192 000 € TTC, somme susceptible de varier au vu des choix techniques opérés ultérieurement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Catherine. Donc point 13, l'approbation du choix de la commission d'appel d'offres, cette fois-ci du 10 janvier 2024 également, portant sur l'attribution de l'accord cadre donc 2023-111 relatif aux travaux d'assainissement sur diverses rues d'Inard. Donc avant de faire lecture de la délibération, je vous signale qu'il y a une coquille qui sera rectifiée dans la délibération définitive. Il faut lire 162 327,80 € hors taxe pour les chantiers de petite taille au lieu de 159 383,60 €. Donc un appel d'offres a été lancé pour les travaux d'assainissement sur la commune de Dinard sous la forme d'un accord cadre à bon de commande d'1 an reconductible 3 fois. Donc avec un montant minimum annuel de 300 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 1 750 000 € hors taxe, soit 1,2 million € hors taxe de minimum pour les 4 ans du marché et un montant de 7 millions € hors taxe pour les 4 ans du marché. Ce marché permettra donc, au-delà des interventions de renouvellement et de gros entretiens, de poursuivre les importants travaux de modernisation et de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, conformément au schéma directeur approuvé en 2019. Après présentation et analyse des offres par les services techniques, la commission d'appel d'offres a décidé le 10 janvier 2023 de retenir l'offre du groupement d'entreprises Evin et Satec Environnement avec un détail quantitatif estimatif, le fameux DQE, donc 4 355 000 € hors taxe pour le BPU DQE général, 637 397,39 € hors taxe pour le BPU DQE pour les chantiers de taille importante et justement la petite coquille, 162 327,80 € hors taxe pour le BPU DQE de chantier de petite taille. Le marché est conclu pour une durée d'1 an, renouvelable 3 fois, et donc ce pour un montant de minimum de 300 000 € hors taxe annuelle, comme je l'ai dit, et dans la limite d'un montant maximum annuel de 1 750 000 € hors taxe, soit 7 millions pour les 4 ans du marché. Est-ce que Monsieur Lemoine? Monsieur le maire, à propos de cette proposition, j'ai une question un peu embarrassante qui tient au fait que c'est vous qui nous proposez l'approbation de ce choix vous-même, alors que ce sujet relève, comme d'autres précédemment, de l'adjoint à l'urbanisme et aux travaux. C'est vous qui avez présenté, en l'absence de M. Fontaine, toutes ces propositions. Je respecte complètement la présomption d'innocence, mais je suis obligé de constater que pendant que nous nous réunissons, Ouest France publie un article qui fait mention de différentes plaintes contre M. Fontaine. Encore une fois, j'ignore tout de ces circonstances, mais j'ai noté, comme un certain nombre de Ninardais, que M. Fontaine était l'un des seuls conseillers municipaux que vous n'aviez pas cité samedi lors de vos vœux. Donc je voudrais savoir s'il est toujours l'adjoint aux travaux, si vous lui faites confiance, s'il va revenir parmi nous. Est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui pour que le débat ne soit pas dans la presse, mais soit au sein de notre instance? Très bien, comme vous, je respecte profondément la présomption d'innocence et la parole de la victime, bien évidemment. Et donc, à ce stade, en tout cas, sur l'enquête, je ne ferai aucun commentaire. Et puis, samedi, si je n'ai pas cité parce qu'il était absent et souffrant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent la délibération?
Non, je t'en vais, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de prendre les décisions suivantes. L'article 1, approuver la décision de la commission d'appel d'offres du 10 janvier 2024 d'attribuer l'accord cadre à bon de commande 2023-111 au groupement d'entreprises Evin et Satec Environnement pour un montant maximum annuel de 300 000 € hors taxes. Et donc, dans la limite d'un montant maximum annuel de 1 750 000 € hors taxes, article 2, de m'autoriser ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cet accord cadre au nom de la commune. Qui s'oppose, qui s'abstient? Merci. Donc, le point 14, comme je l'ai évoqué en début de conseil, est reporté. Et on va passer au point 15. Madame Porte. Oui, bonjour. Vous avez effectivement reporté le point 14 de l'ordre du jour. Si je peux m'exprimer sur ce point-là, il ne vous a pas échappé qu'il y a déjà 2 modifications qui ont été portées à ce projet de création de SIVU et de statut. Il nous semble que ce projet est déjà un petit peu bancal. On a eu vent du pourquoi de ce report, parce que les statuts ne sont pas forcément adaptés à ce que toutes les communes s'y retrouvent. Donc, qu'est-ce qui se passe si certaines communes qui sont dans le SIVU ou dans le projet de SIVU se désistent au dernier moment? Est-ce qu'on ne va pas, une nouvelle fois, avoir un projet communauté qui va tomber à l'eau, sans faire de jeu de mots, comme ça s'est produit avec la CCCE? Ok, comme je l'ai évoqué en début de conseil, donc il y a d'autres échanges à avoir avec mes collègues maires, donc on pourra échanger de la création de ce SIVU au prochain conseil, Madame Porte, avec plaisir. Donc, le point 15, donc le budget de la commune, vote des premiers versements donc aux associations. Noven-Guillaume. Merci, Monsieur le maire. Donc, les 2 prochaines délibérations sont des délibérations récurrentes, pour celles-ci annuelles, puisque les attributions de subventions seront étudiées à la prochaine commission qui aura lieu en avril, pour être soumises dans le cadre du budget primitif. En revanche, certaines associations ont besoin, pour fonctionner au niveau trésorerie, soit parce qu'elles ont des salariés, soit engagent des frais, d'un premier versement. C'est ce qui vous est proposé là, pour 5 associations, avec une précision, donc pour l'école de musique Maurice Ravel, donc 30 000 €, l'amicale sociale des territoriaux d'Inardet, 30 000 €, pour la boxe, 6 000 €, l'ordre Roussel, 1 700 €, histoire et patrimoine, 1 700 €. Donc juste un rappel, les premiers versements ne peuvent porter que sur la subvention de fonctionnement, pas d'équipement ni d'action, et elles ne peuvent pas excéder la moitié de la subvention qui a été attribuée en année N-1. Et précision, pour l'école de musique, la STD et la boxe, on propose un peu plus que l'an dernier, c'est-à-dire passer de 20 000 à 30 000 pour l'école de musique, pareil pour la STD, et passer de 5 000 à 6 000 pour la boxe, ce qui nous laisse encore dans les clous des règles posées. Y a-t-il des questions? Non. Alors, en ce cas, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver le vote des premiers versements de subventions pour 2024 tels que figurant dans le tableau ci-dessous, donc tels que je vous les ai décrits, pour un total de 69 400 €. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à verser ces subventions attribuées par la présente délibération, les dépenses en résultant étant imputées à l'article 65 748 au budget primitif 2024. Article 3, approuver pour l'école de musique Maurice Ravel et l'amicale sociale des territoriaux de Dinard, dont le premier versement dépasse le seuil des 10 000 € fixé précédemment en commission, les conventions correspondantes entre ces associations et la commune de Dinard. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Nolven. Point 16, donc les remboursements des chèques qui passent aux associations. Nolven. Donc là encore, délibération régulière. Il y aura juste une modification cette fois-ci. Donc les chèques passes, pour rappel, sont attribués aux enfants de la commune de Dinard pour pouvoir participer à des activités associatives jusqu'à leurs 18 ans. Nous avons mis en place un critère de quotient familial pour pouvoir accompagner davantage les personnes qui seraient les plus éloignées ou les plus en difficulté pour proposer ce type d'activité pour leurs enfants. Je vous avais dit qu'on essayait de progresser sur ce point-là parce qu'on voyait qu'il y avait un petit taux des chèques-passes les plus importants. Eh bien, c'est comme pour le plan local de la biodiversité qui va piano Vassano, on est passé de 7 à 8%. Donc, c'est pas encore fantastique, mais ça progresse. Ça veut dire peut-être qu'on arrive à s'ouvrir sur les publics. Et donc, la précision pour cette délibération-là, c'est que normalement, la règle était posée que ne seraient étudiés que les remboursements dont les demandes auraient été déposées jusqu'au 30 novembre
Et plusieurs associations ont fait état que cette année, le forum a été un peu plus tard que du fait des dates de vacances. Elles ont fait demande que leur dossier soit quand même traité. Donc, il vous est proposé 2 salves de remboursement. Ceux dont les dossiers ont été déposés jusqu'au 30 novembre, avec un rattachement sur l'exercice 2023, puis ceux qui ont déposé entre le 1er décembre et le 15 janvier, avec un rattachement cette fois-ci sur l'exercice 2024. Les montants vous sont indiqués dans la délibération. Pour le rattachement sur 2023, on arrive à un total de 6 670 € pour 16 associations, me semble-t-il. Et pour le rattachement 2024, enfin sur l'exercice 2024, 5 associations avec un total de 4 660 €. Pour précision, l'évaluation du budget primitif 2023 était assez juste, puisqu'on arrive à un total de 14 980 € pour un budget prévisionnel de 15 000 €. Tout pile quasi. Il nous restait peu de chèques à distribuer, mais on est bien. Il n'y a pas eu de demande refusée, bien évidemment. Y a-t-il des questions, Monsieur Léaubet? Ah oui. C'est pas une question, c'est juste un point technique, mais il s'est déjà présenté par le passé. C'est que la délibération indique que les membres d'associations cités dans la délibération de TOFOP, c'est les membres du bureau. Hein. C'est toujours pareil. Merci de me le rappeler, je l'avais marqué en note et j'ai oublié de le dire. Oui, uniquement les membres du bureau qui seraient présents dans une des associations citées. S'il y en a, ils ne doivent pas prendre part au vote. Y en a-t-il? Auquel cas je détacherai. Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver le vote des remboursements chèques-pass tels que figurant dans le tableau ci-dessous. La dépense en résultat sera imputée à l'article 65 748 sur les rattachements réalisés depuis le budget 2023. Article 2, approuver le vote des remboursements chèques-pass tels que figurant dans le tableau ci-dessous. La dépense en résultat sera imputée à l'article 65 748 du budget primitif 2024 cette fois-ci. Article 3, approuver l'ensemble des conventions correspondantes entre les associations listées dans les 2 tableaux ci-dessus et la commune de Dinard. Article 4, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à verser les remboursements attribués par la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Nolwenn. Point 19, donc la modification partielle du tableau des effectifs. Madame Grassi. Vous nous avez expliqué pourquoi le 14 était retiré, mais pas le 17 et le 18. Vous pouvez nous donner la raison, s'il vous plaît? Il y avait quelques coquilles dans la délibération qui vont être corrigées. On s'en est rendu compte seulement en fin de semaine dernière. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Je ne sais pas si Mme Mervin veut dire un mot avant de présenter sa délibération. C'était 2 délibérations RH. C'était les indemnités des élus, en fait, qui ont été retirées, les 2. Ouais. Oui, en fait, c'est juste qu'il y a une petite coquille dans le calcul. Et du coup, on a fait le choix de la repousser. Parce qu'il n'y avait pas de conséquences pour le moment. Donc, mais rien de bien méchant, mais il faut quand même qu'elle soit bien faite. Voilà. Clairement, c'est le nombre de conseillers conseillers délégués. C'est pas 8, mais 7. Voilà. C'est une petite coquille, mais on va rectifier au prochain conseil. Merci Madame Mervin. Donc, le tableau des effectifs, Madame Mervin. Donc, dans cette délibération, nous vous proposons de créer 4 grades. Un grade d'attaché pour le directeur enfance, jeunesse, solidarité, un grade d'adjoint d'animation pour un agent qui vient d'être stagiairisé, un grade d'adjoint administratif principal 2e classe pour un agent au RH et un grade de rédacteur pour le référent commerce. Donc c'est principalement des remplacements de départ ou de stagiairisation, donc il n'y a pas du tout de surcoût. Au niveau du budget, donc on arrive, les emplois permanents budgétés au tableau des effectifs du budget de la commune est donc à 329, et on arrive à un ETP pour les agents titulaires au 1er janvier 2024 à 329. Pour rappel, il y a 288, pardon, ETP 288,03. Il y a un an, on était à 293, et la dernière fois qu'on a passé le tableau, on était à 291, donc il y a une petite baisse des ETP. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Donc, modifier le tableau des effectifs sur emploi permanent 2024 de la commune, comme je l'ai expliqué. De ce fait, le nombre global d'agents sur emploi permanent budgété au tableau des effectifs du budget de la commune est égal à 329, soit 288 ETP. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. Qui s'oppose?
Qui s'abstient? Merci. Merci Marie-Claire. Donc, dernier point à l'ordre du jour, il y avait une question ensuite de Monsieur Le Haubet et puis 3 ou 4 informations de mémoire. Donc, le compte-rendu des décisions du maire, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions. Donc, je vous propose d'en prendre acte. Alors, il y avait donc une question de Monsieur Le Haubet. Non, attendez, dans quelle ordre on fait ça? On va commencer par vous, Monsieur Le Haubet, puis on terminera par les informations. Merci. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, notre collègue Éric Dièvre, élu sur la liste d'opposition Dinard Entrevert-et-Mer en 2020, a rejoint diverses commissions municipales en tant qu'élu de cette opposition, conformément à notre règlement intérieur. En novembre 2022, Éric Dièvre a fait le choix très personnel de rejoindre votre groupe, chacun ayant le droit de changer d'avis. Ce faisant, il se retrouve à défendre désormais des positions contraires à celles pour lesquelles il a reçu mandat des électeurs dinardais. Je pense par exemple, parmi d'autres, à la dépense publique, au dossier de la piscine de Dinard ou à la vente de la Villa Eugénie. Nous estimons que la décence aurait dû commander la présentation de l'évolution de ses convictions au suffrage des électeurs dinardais. Il ne l'a pas fait jusque-là, mais par son renversement d'alliance, il prive l'opposition à laquelle il appartenait de ses sièges dans les commissions municipales, pourtant obtenus au titre même de cette opposition. Nous vous demandons donc, Monsieur le maire, de prendre les mesures permettant de mettre fin à cette anomalie démocratique qui prive depuis plus d'1 an notre opposition d'une partie de ses droits légaux et légitimes. Nous soulignons l'importance démocratique de cette demande dans un contexte où l'autre opposition municipale constate et relève de graves dysfonctionnements dans l'organisation des commissions municipales. Vous avez complété votre question? J'ai le droit de la commenter? Comment? J'ai le droit de la commenter? Oui, ouais, je peux la lire telle quelle si vous voulez. Non, c'est bon, ça revient au même. Juste un petit rappel que j'avais expliqué déjà en juillet 2020, donc dans le cadre du scrutin à la proportionnelle et de la représentativité dans les différentes commissions, la résultante mathématique du résultat de votre liste Dinard Entrevert-et-Mer, vous n'auriez dû avoir aucun représentant ou représentante dans une commission, vous le savez bien. Je ne ferai pas de commentaires sur les propos politiques que vous avez tenus vis-à-vis de M. Dièvre. Après, moi, je ne suis pas fermé à ce que vous intégriez certaines commissions où vous n'êtes plus présent. Voilà. Donc, faites-nous le savoir et puis on passera un scrutin de liste lors d'un prochain conseil. Février, si on est prêt. Alors, information maintenant. Donc, Muriel Béziel avec le bilan des actions menées par la commission accessibilité. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je vais vous commenter ce bilan qui a été présenté le 11 janvier dernier en commission d'accessibilité. Donc, là, en sommaire, vous avez les grandes lignes des travaux qui ont été effectués. Et on va les passer en revue, si vous le voulez bien. Merci. Donc, pour le Handi Dinard, cette année, nous avons aménagé la plage du Prieuré et la plage de Port-Blanc. Concernant la plage du Prieuré, nous avons eu un petit souci avec le tapis de cheminement. À l'origine, le tapis était bleu, comme celui que vous voyez à gauche de la diapo. Et étant donné que le matin, ce tapis était très glissant, pour les poussettes ou pour les poussettes ou pour les fauteuils, nous avons changé le tapis et mis un tapis en fibre de coco. Là, c'était vraiment mieux au niveau adhésion, mais par contre, on le voit très mal dans le sable. Mais sinon, c'était beaucoup mieux d'avoir ce tapis en fibre de coco. Donc, vous avez le montant, 5 828 € TTC, et donc le coût des installations de Prieuré et Port-Blanc. Ensuite, il a été fait pour 2 rampes d'accès PMR aux écoles de Bussy. L'ABF ne souhaitait pas que soit visible la rampe PMR. Donc, il a fallu que nous édifions un mur, comme vous le voyez en bas à gauche.
Et en partenariat avec le corps enseignant, la végétalisation a été étudiée. Des espaces ont été créés, tels que le potager, et des fruitiers ont été plantés par le service des espaces verts. Là, on ne le voit pas parce que la photo a été réalisée avant la plantation, mais c'est sur la photo du bas à droite, vous voyez un peu de pelouse, et dans le fond, il y aura le potager et les fruitiers. L'ensemble de cette réalisation s'élève à 145 577,92 € TTC. Ensuite, nous avons terminé la mise aux normes des bâtiments de la commune, le PAF, la mairie, le COSEC. En ce qui concerne le PAF, les mains courantes extérieures ont été réalisées en régie par le service serrurerie. Le montant TTC est de 16 461,70 €. Après, nous avons installé des rampes amovibles, une dans le chœur de chaque église d'Inardèse et une à la salle Stéphane Boutet, permettant ainsi l'accès au PMR. Le montant de cette réalisation est de 2 528,34 € TTC. Monsieur Lemoine en a fait état en début. Nous avons donc réalisé également l'achat de mallettes boucles magnétiques qui équipent la salle de conseil. Alors, pour information, la mallette est composée de 10 appareils et elle est à la destination des personnes ayant des difficultés d'audition. Les personnes qui sont appareillées d'un système auditif pourvu de la fonction T peuvent demander un collier boucle magnétique. Et vous allez mettre vos appareils auditifs en relation avec un collier boucle magnétique. Et pour les autres personnes, les écouteurs sont à leur disposition. Non pas pour écouter Europe 1, mais pour écouter l'ensemble des débats du Conseil. Alors, il y a également une deuxième mallette à boucle magnétique qui sera mise au COSEC. Et l'ensemble des mallettes est disponible pour les réunions et sur demande. L'achat d'une mallette et le montant est de 7 539,18 € TTC. Ensuite, nous avons pour la salle Stéphane Boutet, suite aux améliorations, nous sommes passés de 2 places PMR à 7. Nous pouvons donc accueillir maintenant 7 personnes à mobilité réduite. Le montant indiqué, 200 380,80 €, c'est pour l'ensemble de la réhabilitation de la salle et non pas que pour la mise en place des 7 places. Ça ferait cher sinon. Mais bon, ça n'a pas de prix. Ensuite, il a été fait pour tout le personnel d'accueil municipal une sensibilisation sur le handicap invisible, sensibilisation qui a été faite par l'ADPI. Donc, ça concernait les services accueil de la mairie, de la médiathèque, de la poste, du CCAS, de la piscine, du COSEC et des services techniques. Sensibilisation à laquelle j'ai moi-même assisté. Ensuite, concernant les travaux de voirie, systématiquement, pour chaque réhabilitation de rue, l'accessibilité est prise en compte, soit par l'élargissement de trottoirs, soit par baisser le trottoir, un abaissement. Merci. Donc voilà, là ce sont les rues qui ont été effectuées. Donc vous avez la rue de Verdun, le boulevard L'Hôtelier, la section sud et le boulevard de la Mer. Ensuite, dans les divers, nous avons réhabilité la cuisine Saint-Alexandre. Nous avons fait une cuisine avec des plans de travail rabaissés, ce qui permet ainsi l'accueil de personnes à mobilité réduite, le fauteuil se mettant bien sous la table. Et dans chaque
projets de la ville de Dinard, les agents de la ville prennent en compte l'accessibilité, comme par exemple ici. Et en plus, le fait que les tables soient rabaissées, ça peut servir à des ateliers pour des enfants. Et dans les divers, là, nous avons acheté de nouveaux défibrillateurs, dont pour Rochebrune, la villa Rochebrune, et pour les bâtiments communaux. Il a également été fait le pique-nique à notre regard, cette année avec le concours de l'association Ma Fibromyalgie. Et le pique-nique 2023 s'est déroulé un samedi et le temps n'était franchement pas avec nous. Donc on a eu beaucoup moins de personnes qu'en 2022. Et pour terminer, je dirais que la 3e édition du pique-nique à notre regard aura lieu le mercredi 15 mai 2024. Je vous remercie pour votre attention. Merci Muriel pour la présentation de ce bilan particulièrement conséquent. Merci. Donc, retour aussi sur l'action du Conseil municipal des jeunes avec Nolwenn. Oui, merci. Voilà une information qui me fait grand plaisir de vous partager, déjà parce que c'est enthousiasmant, engageant et qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Ah, je peux vous le renvoyer. Le diaporama arrive parce que quand même avec les photos, c'est plus sympa. Comment ? À Vincent ? Je sais même plus où il est rangé. Je peux parler en même temps que j'envoie, normalement, je devrais m'en sortir. Donc, nous avions passé en conseil municipal une délibération pour prolonger le mandat des jeunes, puisque j'avais fait le choix de reporter le séjour en raison des manifestations contre la réforme des retraites et les différents événements, dont les grèves de train. J'avais pris l'engagement du report et non de l'annulation. Donc, au regard des élections européennes dont je vais reparler tout à l'heure, les choix ont été faits que ça se fasse fin novembre. Je m'accorde juste le temps de retrouver où je l'ai rangé. CM. Hop. Présentation. Oui. J'ai pas mis de petits mots, Vincent. Donc le séjour s'est déroulé les 29 et 30 novembre et 1er décembre. Les péripéties ont continué vraiment de bout en bout, puisque notre train avait 6 heures de retard à l'aller. C'est assez conséquent et ça a un peu perturbé le planning. Et le train du retour avait, lui, environ 1h30 de retard, ce qui nous empêchait d'avoir la correspondance à Paris. Donc, au final, l'essentiel, c'est que tous les jeunes sont partis et tous les jeunes sont revenus. Voilà. Voilà. Ouais, regardez, c'est quand même plus sympa avec les photos, effectivement. Donc voilà, celle-là on peut la passer puisque j'ai fait l'intro. Donc notre première visite s'est portée sur l'Assemblée nationale. Donc je remercie l'ensemble des personnes qui nous ont accueillis, puisqu'elles ont dû modifier du coup les plannings, ce qui se pratique pas trop d'une façon générale, et nous accueillir avec enfants et bagages du coup. Donc, il y avait 13 jeunes qui ont participé. Donc, certains, au moment de l'élection du CMJ, ils avaient 10 ans, donc maintenant, ils en ont 13 bientôt. Donc, de 13 à 17 ans. Donc, à l'Assemblée nationale, nous avons été accueillis par Chantal Boulou et Jean-Luc Bourgeot. Jean-Luc Bourgeot nous ayant accompagnés sur l'ensemble de la visite. Ça a été la visite la plus riche pour la partie parisienne, puisqu'elle a été accompagnée avec une guide. Donc voilà, on a pu avoir l'ensemble des explications, ce qui a permis aux jeunes aussi un élément important, voilà, qui était assez marquant, de comprendre le pourquoi de nos pratiques républicaines et démocratiques. Je pense par exemple à l'entrée de la présidente ou du président de l'Assemblée. Voilà, ça fait référence à l'histoire, c'est pas juste du décorum. Il y a une référence, et toute cette partie-là, la présence de la guide permettait justement d'y avoir accès. Voilà, donc la visite a duré 2h30. Mais bon, voilà. Nous sommes ensuite arrivés très rapidement au Sénat. Donc là encore, on devait avoir une visite accompagnée.
Mais cette visite accompagnée qui était prévue à 10h30 s'est faite à 17h environ, me semble-t-il. Donc ça a été une visite un peu éclair. On a été accueillis par Madame Gattel et ses collaborateurs. Donc je la remercie également d'avoir modifié, de nous avoir accueillis malgré tout. Et donc c'était une visite éclair sur là, on a vraiment vu le lieu plus que le fonctionnement. Ceci étant, dans les deux instances, ils ont pu assister à un petit bout de séance dans l'hémicycle. Voilà. Et le lendemain, nous sommes donc partis pour Bruxelles, visiter le Parlement européen, où nous avons été accueillis par Jérôme Gauthier, qui est le collaborateur de Marie-Pierre Védrenne. Marie-Pierre Védrenne, les ayant déjà rencontrés sur Dinard cette fois-ci, puisqu'elle était venue pendant une séance du CMJ pour échanger avec eux autour des différentes questions qu'ils avaient préparées. Donc là, la complémentarité des deux espaces, on est vraiment dans deux modèles complètement différents, mais visant tous à la démocratie et à sa mise en œuvre. Mais c'est vrai que le gap entre nos bâtiments patrimoniaux que sont le Sénat et l'Assemblée nationale et ce bâtiment si moderne, gigantissime, où il y a une activité fourmiliante du Parlement européen, ça les a assez marqués. Et la visite, donc là, cette visite-là a permis, donc merci à Monsieur Gauthier, nous sommes restés, je dirais, 3 heures au moins dans le Parlement, donc avec un temps d'échange avec lui, puis visite des salles de commission, de l'hémicycle. Il n'y avait pas de séance dans l'hémicycle, mais malgré tout, ils ont vu le lieu et puis l'ensemble. Mais aussi ce qui va avec, c'est-à-dire par exemple cette zone qui est prévue pour les médias, pour les échanges avec les différents députés. Donc on a eu un éventail assez large de ce qui pouvait se passer dans le Parlement. Ah oui, de traduction. Voilà la partie traduction. Voilà, et donc j'ai rajouté une petite slide sur aussi, ça fait partie du séjour. Hein. On avait gardé le dernier matin pour une découverte plus culturelle de la ville, tant qu'à être parti jusqu'à Bruxelles. Voilà, donc on a pu voir le mannequin piece costumé. On a fait un tour, parce que ça a été assez dense, du coup on a pas mal marché, puis de façon assez rapide. On a beaucoup attendu dans le train, mais une fois qu'on est descendu du train, ça a été dense et plutôt rapide. Et donc là, c'était un temps plus posé de découverte. Et puis, bien sûr, la partie du vivre ensemble, parce que il y a toute la partie vie quotidienne, que du coup on mange ensemble, que voilà, ça a été très très plaisant. Voilà, et cette dernière photo en remerciement qui est assez marquante de cette jeunesse qui était enthousiaste. Donc, en complément de l'information, j'ai de leur part un courrier à vous lire en remerciement. Bonjour, nous sommes le conseil municipal des jeunes de Dinard et nous souhaitons vous remercier de ce super voyage à Paris avec la visite de l'Assemblée nationale accueillie par Lucas, collaborateur de Chantal Boulou, député de Dinan. Durant cette visite, accompagnée du député Jean-Luc Bourgeot, nous avons assisté à une séance de questions au gouvernement en présence de la présidente dans l'hémicycle, ainsi qu'une visite détaillée par une guide passionnée. Par la suite, nous sommes allés visiter le Sénat en compagnie de Mathéo et Véronique Bouchet, tous deux collaborateurs de Françoise Gattel, sénatrice, qui nous ont fait visiter l'ensemble du Sénat ainsi que l'hémicycle. Durant le second jour, nous sommes allés à Bruxelles voir le Parlement européen, accueillis par Jérémy Gauthier, collaborateur de Marie-Pierre Védrenne, que nous avons rencontré auparavant lors d'une séance de CMJ à Dinard. Notre visite a duré 2h30, incluant les salles de travail, les salles de commission, l'hémicycle. Puis nous avons profité de la culture belge en visitant sa capitale et en étudiant sa gastronomie, à savoir la gaufre. Bien sûr, ça c'est moi qui précise, note de la lectrice. Ce séjour nous a non seulement permis de découvrir des endroits incroyables, mais également de rencontrer de nombreuses personnes qui nous ont tous, sans exception, accueillis les bras grands ouverts. Nous remercions Nolwenn Guillou pour son accompagnement depuis 3 ans et l'organisation de ce séjour, car ça n'a pas été de tout repos. Nous remercions également la ville de Dinard ainsi que les accompagnateurs présents durant ces 2 séjours, ces 2 jours. Donc voilà leurs remerciements. J'ajoute pour ma part que je tiens à souligner la tenue qu'ont eue les jeunes élus durant ces 3 jours. Ils ont dû beaucoup marcher, beaucoup s'adapter. Ils ont été extrêmement respectueux des lieux visités, très remerciants. Ils ont su se montrer à chaque fois leur fierté et leur plaisir de ce qu'ils vivaient et être attentifs les uns aux autres. À la fin du séjour, ils se comptaient eux-mêmes, on n'avait plus besoin. Donc je remercie Madame Béziel à mes côtés, qui a été accompagnatrice marchante aussi, Monsieur Le Guillou et Monsieur Saïdi, qui nous ont accompagnés. Et j'ajoute aussi que ce séjour-là, 3 ans, c'est une durée assez longue pour des jeunes sur un engagement, au regard des changements d'activité, de parcours. Ça les a reboostés aussi en tant que groupe.
Il y avait une jeune fille qui pensait, avec les études, que ça allait être compliqué puisqu'elle arrivait au lycée. À la fin du séjour, elle m'a dit « J'ai bien réfléchi, je reste. » Voilà. Donc c'est pas pour repartir, mais c'est pour l'émulation que ça a redonné dans le groupe. Donc je saisis cette occasion et cette photo pour vous rappeler que cette année est une année européenne s'il en est, puisque le 9 juin, il y aura des élections auxquelles je nous invite tous et toutes à participer activement et en nombre. Et pour vous préciser aussi que nous avons reconduit leur mandat en conseil municipal jusqu'en juillet et que les jeunes ont décidé pour cette deuxième partie d'année de terminer leur mandature par une action à vocation sociale, par l'organisation d'une pièce de théâtre dont un des jeunes, Kenzo, alors qui est le deuxième en haut juste sous le TI. Kenzo Saidi sera metteur en scène, donc une adaptation de Pinocchio par Joël Pomera. Il fait la mise en scène, ils font les décors, ils s'occupent des costumes, ils gèrent le financement, ce qui leur permet de travailler avec les services de la ville. Et ce sera au profit d'une action, une association locale. Elle sera peut-être pas forcément d'Inardès parce qu'ils cherchent une association qui aide des jeunes. C'est une action portée par des jeunes à destination des jeunes. Voilà, donc il y a cette dimension. Donc là, on a pressenti une association, mais qui a finalisé, à valider par eux. Et cette représentation, vous pouvez noter dans vos tablettes, aura lieu le 6 juillet au soir. Voilà. Merci de votre écoute. Mais oui. Merci. Bravo. Voilà, dernière petites infos. Je rappelle les prochaines dates des conseils. Lundi 19 février prochain, le lundi également 18 mars, le mardi cette fois-ci le 23 avril, le lundi 27 mai, le lundi 24 juin et le lundi 15 juillet. L'heure du jour est terminée de ce conseil municipal. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de soirée.